là-dessus, on va donner la parole à M. Marcoux pour qu'il puisse partir la soirée. Frank, vas-y, mon homme. Ben, très, très content de revoir Jay. Étant donné que je suis très impliqué au niveau des tout petits dans le programme, comme toujours, c'est un exemple que j'allais écouter ce soir. Ben, c'est vrai pour tout le monde, mais en particulier pour ceux qui intègrent le programme en bas âge. Juste pour te dire, Jay, aujourd'hui, on accueille des jeunes de 5e année au programme. Donc, on est beaucoup plus jeunes que dans le temps. Mais ce qui me vient à l'esprit quand je pense à Jérémy Forget, c'est un kid qui est arrivé chez nous du hockey mineur. Puis, il y avait un point d'interrogation d'en face. Puis nous autres, on ne comprenait pas dans le sens que éthique de travail, vouloir apprendre, que ça n'avait pas de bon sens de la façon qu'il classait. Puis nous autres, on trouvait ça aberrant. Fait que finalement, ce qu'on avait détecté dès le départ, c'était ça, Jérémy Forget. Un travaillant, éthique de travail, talentueux, très bon étudiant, respectueux, parent formidable. Donc, Jay, c'est la suite des 3 autres conférences qu'on a eues à date. Le dénominateur commun, c'est bonne personne, respectueux, travaille fort à l'école, devient un meilleur athlète. Donc, Jay, c'est ça que tu représentes. Donc, je suis très, très fier que tu sois là ce soir. Merci, je suis content d'être là aussi. Je porte encore mes chandails Ulysse. Good. Bon, on va commencer avec... peux-tu nous parler vite, Jérémy, de l'importance, basé sur ce que M. Marcoux vient de nous expliquer, l'importance de la famille et des études dans ton trajet via où tu es rendu aujourd'hui? Premièrement, la famille était très importante pour moi. J'ai une grande famille, j'ai 2 sœurs et un frère. Et je suis très reconnaissant de tous les efforts qu'ils ont fait pour que je puisse me rendre où je suis aujourd'hui. Et ils m'ont toujours supporté, mais le plus important, c'est qu'ils m'ont jamais mis de pression. Il n'y a pas une fois que j'ai senti qu'ils étaient fâchés parce que j'ai une moins bonne performance ou ils me forçaient à aller m'entraîner. C'est toujours moi qui voulais. Puis ça, je suis vraiment reconnaissant parce que je pense que ça allait aider que j'aime encore le hockey, j'ai encore la passion et le vouloir de jouer. Puis les études, c'est très important aussi. C'est une des raisons que moi, je voulais être aussi bon à l'école et en tant qu'athlète parce que je ne veux pas juste être un joueur de hockey. Et un jour, peu importe combien d'années que tu joues, le hockey, ça va devenir juste une deuxième partie de ta vie un peu. Fait que je voulais avoir quelque chose que je pourrais toujours tomber dessus. Fort bâton un peu, puis ça ouvre beaucoup de portes, les études. Tu peux être le meilleur joueur de hockey sur la planète, sauf que si tu n'es pas bon à l'école, tu vas te fermer beaucoup de portes et tu vas limiter tes opportunités. Donc, très bien dit, très bien dit. Jay, Denis, es-tu là, le chat? Ben, le chat est toujours là. Un gros problème d'ordi, me dire, j'ai failli manquer, j'ai failli t'appeler Roberto, gros problème d'ordinateur. En tout cas, écoute, on est là, la bonne nouvelle, j'ai pu trouver un autre ordi, et on servirait de bord. Écoute, Jay, content de t'avoir avec nous ce soir. Ce que je voulais te dire, la question que j'avais pour toi, Jay, c'est à l'époque que tu as décidé de venir chez nous, on sait qu'il y avait quand même le hockey civil qui était très présent. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de changer complètement de track, de chemin? À l'époque, on sait que c'était dans les débuts. Puis, tu as été quand même dans les débuts, les premières années du programme Ulysse. Puis, de prendre cette décision-là de t'emmener chez nous, ça a été quoi tes motivations? Moi, ça a été ma première année midget où j'avais invité au camp espoir, mais ça faisait juste comme 3 ans que je jouais au hockey. Fait dans le hockey civil, ça fait pas longtemps que tu joues, ils te mettent un peu de côté. Fait que j'ai fait le camp, super bien été. Puis première coupure, ils m'ont coupé tout de suite. Ils ont dit, tu sais, on aime bien ce qu'on voit, sauf que pas assez d'expérience pour nous autres. Puis aussi pour l'espoir, cette année-là, ils avaient choisi les goalers avant que le camp même commence. C'était déjà clair et net dans leur tête. Fait que ça fait de mal. Après ça, je suis retourné pour Mascouche. J'ai fait le camp du 2A. Ça aussi, très bien été jusqu'à la dernière coupure. Puis quand ils m'ont coupé, ils m'ont dit honnêtement, t'es meilleur que celui qu'on a pris. Sauf que l'autre, il a plus d'expérience, puis on le connaît plus. Fait qu'il faut qu'on lui donne sa chance. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez. Je voulais aller à quelque part où il y
qu'elle allait me donner ma chance, peu importe j'étais qui ou mon nom ou mon bagage, là, juste avoir ma chance comme les autres. OK. Puis tu retiens quoi de ton passage chez nous à Ulysse, Jérémy? Puis l'autre chose aussi, je vais te poser une deuxième question. J'aimerais ça, après ton passage à Ulysse, que tu nous parles un peu de ton cheminement, ce que tu as fait par la suite à tes années après Ulysse. Fait qu'est-ce qui t'a marqué à Ulysse et ton trajet par la suite pour tes années ensuite que tu as faites après Ulysse? À part, c'est sûr, les amis qu'on se fait à l'école et au hockey, j'ai appris l'importance des petits détails. Je pense qu'un de mes plus anciens souvenirs, c'est que j'ai été descendu un jour à Ulysse, on était sur la route. J'avais ma casquette, puis j'avais un chandail qui n'était pas Ulysse. Puis là, je me suis fait dire, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu représentes le programme? Si quelqu'un passe et qu'il te voit de même, c'est quelle image que tu montres de toi et du programme? Puis là, c'est là que j'ai réalisé bon, l'importance de vraiment bien paraître et bien représenter ton programme. Et puis, ouais, j'ai amené ça par la suite, aller à Tabor Academy, parce que là, ils m'ont vraiment appris à vraiment être un homme. C'est la première fois que je partais loin de la maison. Et aussi, c'est la première fois que j'allais à une place où il n'y avait pas juste le hockey qui était important. Ça a vraiment mis les choses en perspective. Il y avait des athlètes qui étaient très bons, mettons, à la nage ou à la course, mais aussi des très bons étudiants. Avant, j'étais toujours habitué d'être comme au top de le hockey. Le hockey, c'est bien important, mais là-bas, j'étais comme pareil comme tout le monde. Tout le monde était très bon dans ce qu'il faisait, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. M'ouvrir les horizons un peu, je trouve. Puis après ça, tu t'es retrouvé dans la CCHL, c'est ça? Oui, j'ai joué un an à CCHL où j'ai appris beaucoup avec le coach Jason Clark. Ce qui était le fun de cette ligue-là, c'est vraiment une ligue qui était axée sur le développement. Parce que toutes les équipes, je pense que mon trajet le plus loin, c'était 2 heures. Puis on le faisait 2 ou 3 fois dans l'année. Fait qu'on avait 4 pratiques par semaine, 3 fois dans le gym. Il n'y avait pas de road trip qui durait 3-4 jours. Fait qu'on, ça a vraiment été bon pour moi. Puis j'étais proche de la maison aussi, ce qui m'a aidé un peu. Mais, ouais. J'ai appris aussi à être humble. Quand je jouais pour Carletonville, je m'en souviens. On jouait contre l'équipe de la 2e place. Puis c'était une game de fou. Ça a fini 3-2 en tir de barrage. 9e ronde. De quoi de fou. Puis c'était une game au mois de décembre. Puis là, on a célébré. Tout le monde est vraiment content. On rentre dans la chambre. Mon coach, il rentre. Il n'a pas le sourire pantoute. Il nous dit, qu'est-ce que vous avez à célébrer, vous autres? On célébrait comme on venait de gagner la coupe. Il dit, vous n'avez rien gagné encore, là. Il était content, mais il dit ça, c'est juste une game. Il reste encore beaucoup de games à jouer. Il ne faut rien donner comme de fuel un peu aux autres équipes. Tu veux montrer que tu es bon, tu es capable, mais c'est pas fini. Puis garder la classe à travers toutes les victoires. Donc ça, c'est un message qui m'a aussi aidé beaucoup dans la NCAA, avec le nombre de games restreints. C'est l'importance de chaque game. Puis, savourer les victoires, mais pas oublier qu'il en reste beaucoup à jouer encore. Exact. Roberto? Cool. Écoute, je voulais te demander une question tantôt, puis tu t'as touché à ça un peu. À quel âge tu as commencé à jouer au hockey, Jérémy? J'ai joué ma première année récréative à 10 ans comme joueur. Et je me souviens, on avait un stock de goalers qu'on se partageait avec tout le monde. J'ai essayé 2-3 fois. La 3e fois, j'ai pleuré tout le long en venant dans l'auto. Je n'ai plus jamais goalé. Parce qu'on jouait juste une fois à semaine, j'avais trouvé que j'avais perdu mon temps dans le filet parce que je m'étais fait travailler comme quelque chose comme 12 buts. L'année d'après, j'avais décidé de m'inscrire dans une vraie ligue en tant que joueur. Sauf qu'il manquait un goaler dans le Bantam. Fait que j'ai déjà essayé. Fait que j'ai monté Bantam tout de suite, puis j'ai goalé toutes les games, puis Bantam, il y a juste un goaler, Bantam B. C'est là que j'ai vraiment pris la passion du gardien de but. Donc, juste pour donner la perspective à tous les jeunes, Bantam Bay, puis Princeton, dans l'espace de 10 ans à peu près? Ouais, environ. Amazing. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut que tu commences à jouer quand tu as 2-3 ans, mais il y a beaucoup d'histoires aussi de monde qui commence jeune, puis après ça, qui ont plus de fun rendus à 17-18 ans. Là. Trop de pression, classé comme meilleur espoir à 14 ans. Tout ça, ça ne change rien. Il faut que tu focuses sur ton développement, t'améliorer. Puis... As-tu trouvé que la CCHL t'a bien préparé pour la NCAA? Extrêmement, oui. C'était une petite ligue, beaucoup plus petite que la NCAA, mais
on avait 12 équipes, puis chaque match, n'importe qui peut gagner dans cette ligue-là. Même les premiers contre les derniers. Puis ça m'a aidé pour la NCAA parce que chaque match compte beaucoup. Vu qu'on joue juste une trentaine de matchs, donc tu peux pas vraiment échapper à un match. Donc ça m'a appris qu'il faut vraiment approcher chaque match comme si c'était le premier match de la saison et le dernier match de la saison, dans un sens. Mais vraiment, prendre chaque match comme si c'était ta dernière. Et ça se compare au NCAA dans le début de nombre de pratiques par semaine versus game de match, right? Oui, c'est ça. Nous autres, on est dans le gym 4 fois semaine avant la saison, avec des pratiques le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis là, on part souvent le jeudi soir, on couche à l'hôtel, puis on joue nos 2 games, puis on revient samedi dans la nuit. Mais ça nous laisse toute la journée dimanche pour récupérer, faire nos devoirs, se rattraper, puis repartir sur le bon pied chaque semaine. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu le fonctionnement dans la CCHL. Comment tu es approché, exemple, par les clubs de la NCAA? Est-ce qu'il y a... Bon, là, on sait que tu as abouti à Princeton, mais est-ce qu'il y a plusieurs équipes qui t'ont approché? Puis comment tu as arrêté ton choix, Princeton? Comment ça se déroule tout ça? Comment que les équipes te parlent, t'approchent, ces choses-là, une fois dans la CCHL? Dans le fond, pour la CCHL, on a un gros showcase au mois de septembre où que toutes les équipes jouent dans un même aréna. Là, toutes les scouts sont là. Fait que là, c'est vraiment important de performer là. Puis là, maintenant, il y a des équipes qui te voient, qui aiment ce qu'ils ont vu. Ils vont retourner te voir. Ils vont parler à ton coach. Puis la première chose qu'ils demandent tout le temps, c'est les notes. Parce que, surtout, rendu à notre niveau, il y a tellement de bons joueurs de hockey dans toutes les ligues juniors. Sauf que les écoles, ils ne veulent pas avoir de misère à rentrer un élève. Ouais. Parce que si on le choix entre toi ou un joueur même talent, mais qui a des moins bonnes notes, ils vont prendre celui qui a des bonnes notes. Parce qu'on ne se rend pas la tête. Fait que, ouais. Fait que là, j'ai parlé à une couple d'équipes Division 1. Il y avait beaucoup de Division 3 aussi, mais pour moi, c'est vraiment trouver un fit académique et athlétique. Donc, Princeton, il y avait un goaler qui venait de partir, qui avait goalé toutes les games pour ses 3 ans. C'était une situation assez jeune dans le filet. Et puis, donc, il était intéressé. J'étais allé visiter le campus, puis j'ai tombé en amour avec le campus, le staff. L'aréna est incroyable. Puis, juste le package école et hockey, c'était quelque chose que je ne pouvais pas passer à côté. Donc, peu importe si le hockey ne marche pas, je vais avoir un très bon plan B avec l'école. C'est vraiment une situation que je ne peux pas vraiment perdre. Donc, ton expérience à Princeton, peux-tu, pour nous et tout le monde à travers le monde, Jérémy, c'est une école très prestigieuse avec un bel historique, puis je dirais les meilleurs étudiants dans le monde qui pourraient se ramasser là. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience là, la vie étudiante, le campus, le niveau de fierté? Y a-t-il une implication communautaire? Parle-nous un peu des attentes d'un Ivy League School. Oui, donc c'est sûr que c'est un horaire très chargé, dans le sens qu'on prend tous 4 ou 5 cours par semestre, en plus d'être un athlète, donc avec la pratique à chaque jour, l'entraînement à chaque jour. Sauf que tu as aussi beaucoup de temps de te reposer, faire tes affaires, si tu fais toutes tes affaires comme du monde. Mais tu peux pas vraiment perdre ton temps ou, mettons, jouer aux jeux vidéo au lieu d'étudier, mais là, tu vas juste te mettre en retard, puis après ça, c'est dur de te rattraper. Là. Mais juste l'environnement avec tous les élèves qui sont motivés à l'école, puis tu vois toutes les personnes dans ton dorm qui étudient, qui prennent ça au sérieux, c'est sûr que ça motive. Mais juste l'école, c'est incroyable. Tous les vieux buildings, tous les professeurs qui veulent vraiment qu'on réussisse, toutes les ressources qu'on a aussi, c'est vraiment incroyable. Mais aussi, ce que notre coach il nous répète tout le temps, c'est qu'on est des étudiants avant d'être athlètes. Donc, c'est correct des fois, si tu es en session d'examen ou tu as un examen qui s'en vient, c'est correct de rater une pratique ou de juste embarquer un peu plus de bonheur sur la glace, patiner un peu avec ton coach pour aller étudier, mais il nous répète tout le temps, si tu n'es pas un bon étudiant, tu ne joueras pas. Ils ne veulent pas juste des athlètes dans le programme, dans le fond. Écoute, Jay, j'ai entendu tantôt, tu parlais de l'école, ces choses-là, tu parlais de vieux buildings. Parlant de vieux buildings, écoute, c'est sûr quand on rencontre nos alumni de même, on fait une mini-recherche sur votre passé, sur où est-ce que vous êtes présentement. On regarde, on fait des recherches un petit peu. Puis écoute, j'aimerais ça que tu nous parles du rink, où est-ce que vous jouez, le Hobey Baker Rink.
Écoute, c'est vraiment un barn avec le toit, Oui. là, bois, mais l'ambiance là-dedans, c'est quoi le nom, l'assistance? Avez-vous beaucoup de partisans qui assistent aux games, ces choses-là, ou les élèves, les étudiants, c'est-à-dire, ça fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'ambiance de ce Star Hockey Rink-là, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser au rink où est-ce qu'on est allé l'an passé. On a joué à St. Lawrence, OK. NCAA Division 1, et puis honnêtement, ça ressemble beaucoup. Là, je trouvais que c'est similaire. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est populaire dans la NCAA, ce genre de barn-là. Ce qui est le fun, c'est que quasiment à chaque arena, ce qu'on joue, NCAA, ils ont tous leur vibe ou leur feeling un peu différent. Tout leur attrait à eux autres. Mais nous autres, on est dans une arena un peu plus petite. Elle rentre environ 2500 personnes, mais il y a 2500 personnes à chaque match. Wow. On a les student section qui tapent dans vite, on a la fanfare qui joue. Wow. Aussi, ce qui est le fun, c'est juste en rentrant dans l'arena, sur les murs, on a tous les joueurs qui ont joué pro ou dans la NHL qui ont joué dans le programme. C'est vraiment le fun de voir, je rentre, je passe devant Mike Condon, son image sur le mur qui a joué là, ou des gars comme George Parros. Puis ce qui est le fun aussi, ce qui me motive, moi, c'est qu'ils ont des espaces blanches à côté qui laissent place au prochain joueur qui va rendre là. Puis moi, je me dis à chaque jour, je dis ça, là, ce spot-là, c'est pour moi. Un jour, il va avoir mon image sur ce mur-là. Wow! Wow! Tu même juste patiner, tu vois les bannières. Puis, wow! Quelle belle attitude. Sharp! Wow, écoute, ça doit être toute une expérience. Toute une expérience. Je vais partager un peu ce que ton coach a dit à tes propos. Il a dit ici, Jeremy has been a positive competitor and terrific teammate for us over his first 2 seasons. He has concentrated on how to improve and get better on and on the ice every day. Donc, un compétiteur positif, un excellent coéquipier pendant tes 2 ans. Tu te concentres constamment à comment t'améliorer sur la glace et hors la glace à chaque jour. Tu es seulement le 2e gardien dans l'histoire de Princeton à faire un sweep d'une ronde des playoffs, qui est un gros accomplissement. Puis, il a aussi dit qu'ils sont tellement excités pour toi, pour que tu continues ton upward trajectory et ton développement pour la prochaine saison. Puis, si vous voyez, Jérémy a été nommé ECAC Goaler of the Week la semaine du 4 mars. Fait que là-dessus, félicitations. Puis des très bons mots de la part de Coach Fogarty. Ouais, ça fait du bien de voir ça aussi. C'est le fun. Ta première année, Jay, à Princeton, tu as joué que 6 games. Ta première game est au mois de janvier, où je pense que tu as rentré en backup. Puis il avait sorti les 2 autres goalers avant. 2 autres? Ouais. Fait que tu as joué 27 minutes au mois de janvier. Là, tu joues un match le 22 février et 4 au mois de mars. OK? Dans la première année. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que a été ton plan après ça et durant, et ton mindset durant cette période? Pour moi, ça a vraiment été difficile parce que tout au long de ma carrière, j'étais tout le temps habitué d'être l'homme de la situation un peu, puis de jouer beaucoup. Puis là, je suis arrivé là-bas. Puis il y avait déjà leur homme à eux autres qui jouaient beaucoup de matchs. Je me suis dit, bon, j'ai 2 choix. Soit que je me fâche, puis je me décourage, puis je passe 4 ans à pas gauler, ou que je me dis, bon, là, je ne peux pas contrôler ce que le coach il pense dans sa tête ou combien de minutes que j'ai. Donc, je vais m'assurer que chaque jour, au moins, je m'améliore un peu pour que quand que je vais avoir la chance de gauler, je vais m'assurer que le net va être à moi. Fait que j'avais des petits trucs. Je me suis mis un N sur ma main. Je me suis dessiné un N pour NHL parce que je me suis dit, moi, mon but, je veux jouer dans la LNH. Donc, à chaque fois que je me regarde la main, ça me fait un rappel dans ma tête, c'est vrai, c'est ça mon but ultime. Fait que si je décide de ne pas me forcer pendant 4 ans, mon rêve va être fini. Puis on n'aura plus d'hockey. Puis je m'aide en me disant, OK, au pire des cas, pire scénario, le goaler va graduer après ma 3e année. Puis après ça, le net va être à moi. Fait qu'il faut que je me prépare à chaque jour pour ma 4e année que je démolis tout puis je goal comme un malade pour que je puisse me donner une chance. Mais heureusement, j'ai eu la chance avant. Mais aussi, ce qui est important, surtout les goalers, je trouve, c'est important de supporter nos
le goaler qui goal, puis l'autre backup, puis pas d'être trop en compétition négative avec. Parce que si tu commences à souhaiter du mal au goaler, puis espérer que ça sorte, puis espérer que ça score, mais là, ça ramène juste du négatif dans le groupe, ça te joue dans la tête aussi de toi. Mais je me sentais un peu comme un lion dans une cage. Je me suis dit, j'encourage tout le monde, je suis positif, mais quand je vais avoir ma chance, c'est terminé. Là. C'est à moi le faire. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait cette année, right? Oui, aussi, ça a été dur pour ma deuxième année parce que là, justement, j'avais gaulé les 4 dernières games l'année passée. Puis là, j'arrive, les 10 premières games, je touche pas à la glace. Pas une fois. Puis même, il a fait gauler le nouveau qui venait d'arriver. Fait que là, encore une fois, j'aurais pu me fâcher, j'aurais pu aller voir le coach ou j'aurais pu juste donner des bottes de travail puis aller m'améliorer à chaque jour. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai eu ma chance. Puis ça a marché. Jay, tu as parlé de NHL. Écoute, tu sais, comme quoi que, bon, tu l'as écrit sur ta main, le N pour la NHL, ces choses-là. Est-ce que, justement, à Princeton, tu as eu des approches avec des équipes de la Ligue nationale? As-tu eu des pourparlers, un camp d'évaluation, de développement, c'est-à-dire, ou quelque chose comme ça? Oui, j'avais de l'intérêt un peu cette année, surtout avec les séries et la fin d'année que j'ai eues, mais à cause du COVID, ça a un peu gâché les plans. Mais de toute façon, pour moi, ça va plus être important rendu à ma 4e année que ça se matérialise un peu plus. Des fois, je trouve ça c'est facile de se distraire avec les petites choses comme ça. Comme j'en ai des coéquipiers qui sont comme, voyons, j'ai eu une belle année, ma première année, puis j'ai pas eu d'offre. Mais bon, il te reste encore 3 années ou même plus jeune, là, OK, j'ai eu une belle année, mais je suis pas sur la liste du junior majeur ou j'ai pas eu une invitation, mais ça veut pas dire que c'est fini. Ouais, exact. En autant que tu continues à t'améliorer, si t'es bon, ils vont te voir et tu vas avoir ta chance. Parlant de coéquipiers, t'en as-tu des coéquipiers qui sont draftés dans la Ligue nationale qui jouent avec toi à Princeton présentement? Présentement, oui. J'ai un gars qui est un freshman qui est drafté par les Pingouins. Et l'année passée, on a 4 gars qui sont allés jouer pro après la saison. Maxime Véronneau qui a joué des matchs avec Ottawa. Ryan Kuffner qui a joué des matchs avec Détroit. Et on a un défenseur, Josh Tevez, que lui a signé avec Vancouver. Sauf que lui, je pense pas qu'il a joué de match encore. Okay. On parle de draft, on parle de repêchage, ces choses-là. J'aimerais ça qu'on recule un petit peu dans le temps. On va te ramener un petit peu à Ulysse. Et puis, tu as eu des invitations à un camp de la Ligue de hockey junior du Québec avec le Dracard de Bécomo. Tu as participé à 2 camps. Par choix, tu n'as pas voulu dépasser le 48 heures, le fameux 48 heures, pour ne pas perdre ton éligibilité à la NCA. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ce qui a motivé ton choix de faire ça et d'y aller de cette façon-là, justement, pour ne pas perdre. Parce que dans ta tête, j'imagine que tu avais pris ta décision de ne pas jouer junior majeur. Tu voulais peut-être vivre l'expérience. Comment est-ce que tu as analysé tout ça dans ta tête? C'est sûr. Au Québec, je trouve qu'on est beaucoup axé sur le junior majeur. Moi, quand j'ai vu que j'avais une invitation junior majeur, je dis parfait, j'étais content. Je vais aller jusqu'à 48 heures, voir au camp, voir je me situe où avec les joueurs. La première année, ça a été correct, mais pas super. Donc, parfait, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris. Puis, pour mon 2e camp, par exemple, j'avais vraiment bien fait. Puis là, j'étais plus full sûr, mais j'ai parlé avec le coach. Puis, après mon 48 heures, ils m'ont appelé dans le bureau. Puis, ils voulaient que je reste. Ils voulaient m'offrir un contrat. Puis là, dans ma tête, j'avais décidé non, je m'en vais aux États-Unis. Puis il essayait. Il a dit, si je te donne ton contrat tout de suite sur la table, tu vas-tu le signer? J'ai dit, non, j'ai fait mon choix. Puis il a dit, toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas dans la vie, mon homme. Ben, bravo. C'était qui le coach? Juste ça avait fait de même. C'était qui le coach à l'époque? C'est quoi son nom? C'est là 3-4 ans. Je pense plus qu'il est là. C'était en quelle année, ça? 2015? 2016? OK. C'était-tu Marco Pietrangelo? Non, c'était l'année d'avant ça, je pense. Martin Bernard ou... En tout cas. Il y a des longs cheveux gris. Ça, je me rappelle. OK. Regarde. Roberto. Écoute, c'était impressionnant. Il y a des questions qui rentrent déjà. Fait que je vais dire aux gars, rentrez dans le chat, faites-moi signe, puis aussitôt, il ne nous reste pas grand temps là, pour nos questions à nous. Fait que préparez vos questions, les boys, puis faites-moi signe dans le chat. On va changer de test un peu. C'est qui ton goalie coach de l'été? Puis as-tu un coach pour physique, strength coach? Oui. Dans le fond, pour mon coach de goalie, je suis encore avec Éric Raymond, que j'ai rencontré à Ulysse.
Et pour hors glace, j'étais avec Marc-André Wilson, amiologique. Ça, je trouve que c'est deux hommes qui voient leur sport ou leur métier d'une autre façon. Ils ont vraiment des approches vraiment différentes, mais ils m'ont beaucoup aidé. Comme juste amiologique, des fois, je m'entraîne, puis le lendemain, j'ai mal à des places que je ne savais même pas que j'avais des muscles. Donc, mais, Fait que t'es heureux qu'eux autres, ça va bien. Puis, ouais, ça va très bien. Là, ça va faire 6 ans, 5 ans que je travaille avec eux autres. Puis aucun regret avec ça. Là. Écoute, tantôt, tu sais, on écoute tes réponses, puis il y a des choses que je veux mettre un highlight dessus en majuscule. Tu as parlé de l'importance d'être un bon coéquipier, d'être une bonne personne, d'être. J'aimerais ça que tu nous ramènes là-dedans parce que je t'élabore un petit peu plus parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup de bons joueurs maintenant, puis c'est important d'être une bonne personne, un bon coéquipier, puis comment est-ce que ça peut aider à justement gravir les échelons pour le bien de nos jeunes qui nous écoutent présentement parce que c'est quelque chose qu'on va leur répéter dans les années à venir. Mais toi qui as passé par là, qui as réalisé ce que ça prenait, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de cette importance-là et la place que ça a maintenant dans le monde du hockey d'aujourd'hui. Souvent, l'éthique de travail, l'attitude positive, puis être un joueur d'équipe, c'est vraiment des choses qui font en sorte que tu te vois soit comme un bon joueur ou un excellent joueur qui a du potentiel. Parce que peu importe, tu peux être le meilleur joueur de hockey, mais si tu es comme un poison dans une équipe, il n'y a pas un coach qui va te vouloir. Exact. Fait que, ils veulent tout le temps des gars qui vont aider leurs coéquipiers à être meilleurs puis qui vont monter l'équipe. Comme mon coach m'avait dit, il y a mieux avoir 23 gars avec une bonne attitude que 23 superstars qui font à leur tête dans une équipe. Exactement. Même s'ils ont 12 fois plus de talent, tu n'iras jamais loin comme ça. Absolument raison. Ouais. Jay, as-tu déclaré ton major? Qu'est-ce que tu étudies? Puis quel serait ton plan B au point de vue où tu vas utiliser tes études dans le futur? C'est cette année, dans le fond, j'ai déclaré en Economics, Okay. avec un certificat en français et finance. Donc, si le hockey, ça ne marche pas, j'aimerais sûrement travailler sur Wall Street ou pour une banque, quelque part. Donc, ça veut-tu dire que si, exemple, je veux placer de l'argent, tu vas être le gars, il va falloir que j'appelle? Ouais, tu me lanceras un appel. OK. Puis toi, tu vas baisser ta commission. Moi, puis on est en train de... Les prix d'amis. Moi puis le show, on est en train de préparer notre post-carrière, Ulysse, pour mettre de la pression à RDS, TVA, ESPN, Hockey Night in Canada. Fait que ça, c'est notre portion question à rafale. Donc, OK. tu es devant le net, tu as le chat à gauche, tu as moi à droite, on va prendre des shots, il faut que tu ailles d'un bord à l'autre. OK? Des fois, ça va être plusieurs shots de la même personne. OK? Ah, ouais, parfait. Ton pre-game meal favori? Poulet, pâtes avec des fèves. Cool. Qu'est-ce que tu veux t'améliorer et développer cet été? J'aimerais être plus athlétique et encore plus flexible. Donc, en ajoutant un peu de masse musculaire, c'est sûr. Ouais, beaucoup de yoga. Cool. As-tu une routine dans ta préparation game day? Oui, une très grosse routine. Souvent, ma routine, elle commence la veille d'un match. Ma dernière pratique la semaine, c'est là je me mets en mode game. Je me dis, là, il n'y a plus une shot qui rentre. Je goal la pratique comme si c'était un match. Et après ça, je ne parle plus à personne, moi. Juste après la pratique, jusqu'au match, je mets mes écouteurs, je suis rendu dans mon monde à moi. Et je fais mes affaires, je patine un peu le matin juste pour je me délayer les jambes un peu. Mais aussi, ce qui est important, ce que j'ai réalisé aux années, c'est que c'est vraiment bon avoir une routine, mais il ne faut pas que ça devienne toxique. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose si un jour, mettons, tu arrives à l'aréna un peu en retard ou... Pour moi, je me lance tout le temps les balles sur le mur, mais il y a des arénas que j'ai pas de place pour faire ça. Parce que les corridors sont trop étroits ou... Il ne faut pas que ça soit quelque chose que tu n'es pas capable de performer si tu n'as pas fait ta routine. Mais c'est bon d'avoir tes racines, que tu peux tout le temps faire ta routine puis te préparer, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop gros. Vincent Dernier a dit exactement la même chose la semaine dernière. Hein? Tu vois? Un role model que tu aurais. Moi, je dirais Conor McGregor, juste pour sa passion et son attitude de gagnant un peu puis de vouloir prouver au monde que c'est le meilleur. Je me sers beaucoup de lui pour me motiver. Excellent. Écoute, tes passe-temps préférés, Jay, ça serait quoi?
Moi, je dirais à l'école, parce que le jeu vidéo, parce que j'ai pas vraiment d'autres options quand j'ai un peu de temps là, mais sinon, j'aime beaucoup faire du vélo. OK? Dans toutes les personnes que tu as côtoyées ou eu la chance d'être peut-être coaché ou peu importe, la personne dans le monde du hockey qui t'a le plus marqué, ça serait qui? C'est une bonne question, ça. Je pensais que je n'avais pas côtoyé, ça serait Marc-André Fleury, juste pour sa passion et le plaisir qu'il amène au hockey. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas mal lui que je regardais quand j'étais jeune. Mais... Côté hockey, je dirais Frédéric Allaire, que j'ai joué avec à ULIS. Ah ouais, hein? Lui, c'est un gars, tout ce qu'il faisait dans la vie, c'était à 100%, puis tout était sérieux. C'est vraiment un gars qui n'avait pas le temps de niaiser, pas le temps de perdre son temps. Lui, c'était tout ce qu'il faisait, c'était à 100%, puis avec sérieux. Wow, je trouve ça le fun qu'une réponse de même, que ce soit un ex-coéquipier que tu as connu à ULIS. Puis effectivement, je vais te backer à 100% parce qu'on l'a côtoyé, Fred, pendant plusieurs années chez nous. Puis effectivement, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. C'est un gars qui est un peu comme toi d'ailleurs. Quand le coach de Bécomo, il t'a dit bon, regarde, toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Là, ben, Fred Allaire, c'est un peu la même chose. C'est un gars qui il savait ce qu'il voulait dans la vie, puis il a pris les moyens pour y arriver. Vous avez ça en commun, définitivement. À part des entraîneurs que tu as eus à ULIS, tu vas comprendre ma question, c'est qui ton meilleur coach? Jason Clark, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Ça, tu l'as eu où, lui? Carlton Place. Lui, il m'a tellement appris. Une des anecdotes que j'aime bien raconter aux gens, c'est dans les pratiques, lui, là, mettons, tu arrives, tu as une mauvaise passe, il te le dit, 2 mauvaises passes, tu es parti. Sorti de la glace. Pas tant chez vous. Wow. Il le fait pendant les games aussi. Il y a une fois que notre équipe, on était sur le power play, puis les gars, ils savaient, ils avaient resté trop longtemps sur le power play. Fait que là, ils avaient empêché de l'échanger. Fait qu'il avait resté comme 5 minutes sur la glace, puis on avait fini par se faire scorer. Là, il revenait au banc, il pointait à la chambre, puis il était parti. Wow. C'est un peu un style de fou, mais quand tu y penses, moi, ça m'a appris qu'à chaque fois que j'allais à l'aréna, tu étais à 100% là, puis tu venais pas perdre ton temps, puis tu venais pas la tête d'un nuage dans le fond un peu. Tu venais être préparé, puis tu allais performer. Lui, il avait aucune patience pour tout ce qui n'était pas l'excellence dans le fond. OK. Aussi, il était vraiment préparé avec tout ce qu'on faisait, tous les pre-games. Il y avait des pre-game scouts de tous les joueurs, tous les systèmes. On avait même des statistiques de le pourcentage de temps que l'autre équipe allait rester dans la zone s'il y a d'ombre de un bord. On était rendu là. Tous les petits détails, il n'y avait rien qui laissait la chance. Wow. Écoute, je veux juste te poser une dernière question. Après ça, je vais passer la parole à Roberto. Je veux juste revenir sur une chose, puis là, on sort un petit peu les questions en rafale. Tantôt, tu as parlé de ta routine de game, puis ça a piqué ma curiosité. Au niveau, quand tu as dit, une fois que la pratique est finie, après ça, je tombe dans ma bulle, je ne parle plus à personne. C'est quoi l'importance de ça, de tomber dans une bulle? Parce que je sais que les goalers, vous êtes des different birds. Tu sais, je parle la première fois que tu entends ça. Hein? Puis, je veux dire, j'ai côtoyé tant de coéquipiers, puis j'en ai eu des gardiens de but comme qui étaient un peu différents. Puis, tomber dans sa bulle si longtemps avant un match, je veux juste que tu élabores là-dessus ce qui te motive à faire ça. Mais pour moi, c'est juste visualiser tous les arrêts. Souvent, je le dis à mes coéquipiers, mettons, je fais une grosse arrêt ou un arrêt. Même les arrêts de routine, je les ai vus au moins 2000 fois dans ma tête avant la game. Chaque arrêt, tout est pensé. Puis quand je mets mes écouteurs, je me mets dans la zone, là, je pense juste à mon but, puis ce que je veux faire, puis à la game d'elle-même. Le soir, ça m'aide à juste me coucher tôt, pas de perdre mon temps. Fait que là, je sais que j'ai une game demain. Fait que là, je vais tout faire ce que j'ai à faire après ma pratique, après avoir mangé, pour que je puisse me coucher tôt pour performer demain. Puis quand je me lève, je sais pas pourquoi, mais on aurait dit que parler au monde, ça m'irrite un peu. On aurait dit que ça me déconcentre. Je sais pas pourquoi. OK. Good. Roberto. Ça, c'était tellement important, la visualisation. On parle souvent. Le moment, on dit, si dans ta tête, tu es là dans une situation, le reste de la performance, tu as pratiqué, tu es là à 100%. Fait que félicitations là-dessus, je trouve ça vraiment cool. Fred Allaire, by the way, il a été nommé recrue de l'année à Hamilton College cette année. Oui, j'ai vu ça. Il le mérite, là. Oui. Ça ne sera pas long qu'il va devenir capitaine de l'équipe, je pense. Oui.
Fred, excuse-moi, Fred. Jérémy, as-tu des conseils pour nos jeunes élèves athlètes à Ulysse qui sont là? Oui, moi, le plus important, je trouve, c'est que ta carrière ou ta jeune carrière, en tout cas, c'est pas un sprint, mais c'est plus un marathon. Et donc, mettons que tu n'as pas fait le gros calibre tout de suite ou tu n'as pas joué dans l'M19 tout de suite, mais c'est pas grave parce que moi, je trouve que c'est vraiment important de dominer où ce que tu es avant de passer à l'autre étape. Si tu arrives plus préparé, il y a plus de chances que tu vas connaître une plus grosse carrière. Comme même avec la NCAA, tu as beaucoup de jeunes que les meilleurs, ils rentrent à 18-19 ans, mais tu en vois aussi qui rentrent à 18-19 puis on dirait qu'ils ne sont pas prêts, ils ont sauté une étape, puis là, ils perdent leur confiance, puis là, ils n'ont pas les performances qu'ils souhaitent. Là, ils perdent leur confiance, puis là, ça tue leur jeu un peu. Mais si tu arrives comme moi, j'ai arrivé pas mal dans les plus vieux, j'ai juste commit à 20 ans, ma dernière année junior. Donc, moi, je suis arrivé là, puis moi, j'étais prêt, j'étais confiant, j'avais terminé junior, j'étais prêt. J'avais aucun doute dans ma tête. Là. Écoute, Jérémy, ce que tu viens de dire là, il y a une chose que je retiens, puis je pense que c'est important, le message que tu viens de dire pour tous nos joueurs de notre programme. Il faut apprendre à dominer dans notre catégorie avant de passer à l'autre. Ça, je trouve ça bien, bien, bien intéressant parce que trop souvent, les joueurs ils veulent toujours aller à la prochaine étape. T'sais, on veut toujours aller plus vite que le système. On veut arriver plus vite en haut. Mais normalement, puis bien souvent, c'est que c'est peut-être pas la meilleure façon parce que tu n'as pas appris à être dominant dans ta catégorie avant de passer au next step. Fait que ça, j'aime ça, j'en retiens ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on répète aux parents et aux jeunes. Puis une fois que tu auras dominé, d'être leader dans ton équipe, tu as tellement de choses à aller chercher au niveau du bagage personnel qui va te suivre après ça pour le reste de tes jours. Je trouve ça important. Je trouve ça le fun que tu mentionnes ça parce que c'est vraiment la réalité. Écoute, si j'ai une question de même, moi aussi, Jay, ton plus beau souvenir, mettons, à Ulysse, ça serait quoi qui te viendrait en tête? Avec ça, là? Je pense que c'est mon année M19. On partait de l'hôtel, puis je ne sais pas si vous faites ça encore, mais nous autres, il fallait que la chambre d'hôtel soit plus propre que quand c'est arrivé, dans le fond. Fait que les lits étaient faits, il fallait qu'il ne reste rien à terre. Tous les lits, même, on prenait le papier de toilette, puis on le pliait pour qu'il soit beau. On faisait des petits oiseaux avec les serviettes de douche sur les lits. Ouais. Je me rappelle, il y a une fois qu'on était partis, j'avais tout checké, je me souviens, mais il y avait quelqu'un d'une autre chambre qui a mis un brownies dans notre frigidaire pour qu'on perde le challenge. Ça, j'avais trouvé ça drôle. Un peu chien, mais... Fait que ça, c'est ton plus beau souvenir. Non, je trouve ça le fun. À part le hockey, mettons, puis... Non, mais je blague parce que, encore une fois, tu sais, c'est là que je veux en venir. La beauté de vous parler à nos alumni, nos anciens, vous prônez tellement les valeurs qu'on enseigne à nos jeunes présentement. Puis vous autres, vous avez passé là, puis vous avez atteint les plus hauts sommets. Fait que vous devenez des ambassadeurs. Puis ça, c'est de la musique à mes oreilles parce qu'on le répète à nos joueurs que c'est pas une punition de faire ta chambre, c'est pas une punition d'être sur la route. Puis on avait même créé, je ne sais pas si tu te souviens, mais une compétition entre les chambres, ces choses-là. Puis on disait l'équipe gagnante sur l'autobus, ça criait plus fort qu'après une victoire. Là, ça allait jusque-là. Et que tu nous mentionnes ici aujourd'hui, après que tu as cheminé dans le hockey, tu es rendu dans la NCAA Division 1 à Princeton, qui est un établissement prestigieux. Puis tu nous arrives, tu dis, mon plus beau souvenir, c'est quand j'étais à l'hôtel à Ulysse, puis qu'on faisait le ménage de notre chambre de compétition à l'intente. Pour moi, là, je te dis, c'est de la musique à mes oreilles, c'est du bonbon que tu viens de me donner là. Puis je trouve ça le fun. Je trouve ça adorable comme histoire puis comme réponse. Pour moi, là, j'apprécie énormément les entrevues qu'on fait avec vous autres pour ce genre de commentaires-là, ce genre de sujet-là que vous emmenez. Fait que c'est extraordinaire. Jérémy, du brownie, on l'a vu encore cette année. Donc, ça, c'est une tradition. C'est un classique. Un classique. Exact. On s'ostinait. Personne n'avait de brownies dans notre chambre. On va y aller avec les questions. Oui, il y a Hugo qui aimerait ça te poser une question. Hugo, vas-y, mon homme. Oui, salut Jérémy. Ce serait pour savoir, là, ta troisième année, ton âge que tu vas jouer au hockey, c'est quoi? C'est 22, 23 ans pour entamer ta troisième année?
Moi, j'étais un late. Fait que dans le fond, je vais avoir 23 au mois d'octobre. OK. Fait que je pense juste à mon 23. OK. 23, Ouais, puis tu vas avoir ta 4e année à 24. ouais, c'est ça. OK. Merci. Cool. Luc. Vas-y, Oui, mon Luc. salut Jérémy, on se connaît pas. Content de voir un visage, un nom sur ton visage. Moi, je coach avec Denis depuis 3 ans maintenant avec le U18. Je te félicite pour ta carrière d'écouter comme ça, là, c'est enrichissant. Pour nos petits jeunes qui écoutent, tantôt, tu as parlé que la NCAA, entre deux joueurs de même talent, il allait chercher la meilleure note. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi pour les universités, c'est si important la note? Pourquoi qu'une haute note, ils vont vraiment préférer ce joueur-là? Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Ouais, donc dans le fond, la NCA, sont très, j'ai oublié le mot en français, mais sont très fiers de leur taux de graduation. Donc, ils veulent des élèves qu'ils savent qu'ils vont venir à l'école, puis qu'ils vont étudier, puis qu'ils vont faire la job comme il faut. Ils veulent pas des gars qui lâchent, qui ne seront pas capables de suivre. Ça apparemment pour le programme, puis ça n'aide pas le jeune. Puis, moi, je le dis, je le répète, là, souvent, toutes les équipes, quand ils vont venir te parler, vont te demander tes notes en première. C'est beau, t'es bon, ok, bravo, ok, mais tes notes. Puis aussi, ce qui est important, c'est les parents, mais ça, c'est un peu hors sujet, là, mais ouais, ils veulent pas avoir de misère à te rentrer à l'école à cause de tes notes. Dans le fond. Corrige-moi si j'ai tort, Jérémy. Est-ce que les notes aussi, est-ce que tu peux aller te chercher une bourse académique à l'intérieur de ta bourse NCAA Division 1 comme joueur? Tu peux en avoir une côté athlétique, une autre côté académique aussi, si tu es vraiment là, une note là, extraordinaire. Fait que dans le budget de l'équipe hockey, ça peut être un facteur qui va être aidant au niveau de la bourse si tu es un élève exceptionnel. Oui, c'est ça. Si tu as les bonnes notes, il y a beaucoup d'athlètes qui payent 0 pour leurs 4 années. Si tu as les bonnes notes, tu as fait de la job qu'il fallait, tu vas avoir un scholarship. Puis aussi, ça, c'est plus pour les parents, mais il y a des parents, des fois, qui pensent que l'école là-bas, c'est inaccessible parce que ça coûte comme 60 000 par année, mais si tu as assez d'argent pour envoyer ton enfant à l'université ici, tu vas avoir assez d'argent là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'aide financière, puis il y a des bourses, puis ils vont s'arranger que tu payes le montant qui est, comment on dit, c'est pas responsable, mais l'argent que ta famille serait capable de payer. C'est ça. C'est pas des affaires qui vont te mettre en dette, c'est pas des prix de fou. C'est sûr, si tu as de l'argent pour, ben, tu vas payer plus. Mais ils trouvent beaucoup d'argent. La plupart des Division 1, ils donnent des faux scholarships. Moi, je suis Ivy League, donc ils n'ont pas le droit de donner des bourses athlétiques parce que justement, ils ne veulent pas juste des personnes qui sont juste des athlètes qui ne sont pas bons à l'école. Je pense que vu qu'on entend du sel, ça. Puis nous autres, on a la meilleure financial aid dans toutes les écoles, pas mal aux États-Unis. Ils sont vraiment fiers de ça. Puis moi, je paye quasiment rien là, pour mon éducation. C'est incroyable parce que sans le hockey et sans les études, j'aurais pas été capable de me permettre d'avoir cette expérience-là et cette éducation-là. Vraiment, les études, ils ont vraiment été importants pour moi. Bravo. Merci. Félicitations. On a Will Bilkey, c'est notre gardien U18, qui aimerait ça vous poser une question. La caméra ne fonctionne pas pour Will, mais je pense qu'on l'a sur audio seulement. C'est bon. C'est bon. Ouais, salut. Moi, ma question, c'était après tes années à Ulysse, t'avais-tu d'autres choix qu'aller sur CHL ou c'était ta seule option? Puis t'avais-tu pensé à faire d'autres choses ou c'était vraiment ça que tu voulais faire? Fait que dans le fond, après Ulysse, j'avais été prep school aux États-Unis pour je voulais me donner une plus grosse visibilité pour vraiment les universités là-bas, vu qu'on jouait proche. Puis je voulais aussi continuer d'étudier. Parce que j'aurais pu aller, mettons, de Ulysse, aller jouer junior, mais là, des fois, l'école, si tu n'as pas fini ton grade 12, c'est so-so ou faire des écoles en ligne. J'ai décidé d'aller jouer prep school parce que j'ai eu une l'école incroyable. Et aussi, le hockey incroyable. Je jouais à 3 sports là-bas. Puis après ça, souvent, ils te recrutent plus quand tu as fini ton grade 12 parce qu'ils savent que tu vas aller jouer junior. Ils ne veulent pas vraiment tirer les élèves des écoles. Donc, j'avais une coupe d'offres. Je regardais un peu dans la Nord, mais aussi, ce qui est important, c'est que je voulais une place où je savais que j'allais jouer et où j'allais avoir des bonnes performances. Comme j'avais des offres d'aller dans la BCHL, mais ça, c'était une très bonne ligue, puis c'est loin de la maison.
je savais que j'avais juste une année junior. Fait que si j'arrivais là-bas, puis je me sentais pas bien parce que j'étais loin de la maison ou je n'étais pas capable de m'adapter à la ligue, puis là, à cause de ça, je ne goal pas, puis c'est fini, puis j'aurais pas eu de division 1. Fait que je voulais trouver une place qui était comme. J'aime plus me sentir confortable. C'est ça aussi avec mon choix un peu NCA. J'avais parlé à l'Université du Maine, mais ça, c'est une école qu'à chaque année, ils rentrent une superstar dans le filet. Je voulais pas une place que à chaque année, je savais qu'il allait y avoir un gars qui recrute pour t'enlever ta place un peu. C'est vraiment juste de trouver une place où ce que tu vas bien te sentir, où ce que tu vas avoir beaucoup de temps de place aussi. C'est important. Ok. Surtout, est-ce que tu es confortable? Là? Parfait, merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Ouais. C'est qui le prochain? On a Emmanuel. Scott, you're up. Attends, micro. Go ahead. Jérémy, avez-vous des autres écoles NCAA qui te voulaient? Ouais, Division 1, pour mettre des noms, j'avais Sacred Heart. Eux autres, c'était plus sérieux. Je parlais à Union, sauf que Union, ils ne donnaient pas de bourse aux Canadiens pour une raison inconnue. Sinon, Brown un peu, mais vraiment Princeton, c'est celui qui était le plus intéressant. Merci. Ouais. Puis aussi, j'ai pas vraiment perdu de temps un peu, j'ai commis au mois d'octobre de mon année junior. Wow. C'est sûr, si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais sûrement eu plus d'offres, mais non, j'ai commis tôt. Mais avec Princeton, right? Ouais, ça rend ça facile. On va laisser la parole à Denis Aspiro un peu. Aspi, es-tu là? Je vais te laisser jaser un peu. Peux-tu mettre ton micro? Attends. Oh. C'est bon? Oui. Good. Jay, je suis fier de ton cheminement. C'est le fun. Je parle des fois à ton père. Tu sais comment ça se passe là-bas tout. Tu es un gars de caractère, on le voit, puis tu continues à travailler aussi fort. Quand tu goals, l'exemple, on a tous des rivalités contre d'autres équipes de la NCA. Il doit y en avoir une couple des clubs que quand tu embarques dans le net, tu te dis non, eux autres, là, c'est pas. Tu sais, une grosse rivalité comme les autres NCA, c'est quelle à Princeton, c'est contre qui là-bas? Cornell, on les haït. Et puis ça, c'est la pire place à aller jouer. Ils sont je pense, 8000 fans, puis c'est rempli, puis ça te crie après, ils te lâchent pas de la game. J'ai entendu des fois. Ils me crient après moi, ils crient après ma mère. Il n'y a aucune retenue, là. Les chants, puis ce qui est le fun aussi, mais moi j'aime ça, mais tous les étudiants, ils connaissent toutes les chansons puis tous les chants. Puis ils le font tous en même temps. Civ, you suck, tout le monde en même temps, là. C'est assez intimidant, mais c'est motivant aussi un peu si tu es capable de gérer la pression. La traduction, Civ, c'est une passoire là, où tu vraiment essaies tes nouilles avec tout ce qui passe en travers. Ça veut dire, Jay, je vais aller te voir jouer pour faire contre Cornell, que j'ai écouté ça, ces chansons-là, tout ça, ça sera le fun. Ouais, c'est pas loin de la maison en plus. Alors, j'ai ton père pour aller voir ça. Ouais. Good. Ça, c'est sûr, on va s'arranger de faire un road trip cette année. Je trouve ça incroyable, ton cheminement. Le fait que tu as commencé à gauler à 12 ans, tu as des parents qui poussent leur kid à 4 ans, 5 ans de faire juste du goalie, 13 months a year, avec le but. Puis, regarde, t'arrives. On parlait de ça avec Denis l'autre jour. Donner d'exemples de gars qui sont draftés première ronde, qui ont commencé à jouer à 14 ans. Je pense que c'était Jovanovski, grand défenseur. Il a commencé à jouer à 14 ans, Bantam. Écoute, tu viens, beaucoup de choses que tu as dit, tu viens répéter dans l'humilité, dans le processus, tout ce que nos 3 autres alumni ont déjà parlé dans les 3 dernières semaines. Écoute, moi, à chaque semaine, moi, c'est ma première année à Ulysse. Comme j'ai dit, ça fait 30 ans que je coach. Je deviens tellement ému parce que le trajet, le journey que tu vis, puis de jour au lendemain, tu as des défis dans toutes les sortes qui t'en viennent, puis tu passes en travers. Puis on parle ça avec Denis, là, quand une porte se ferme, tu vas écraser une fenêtre. Puis c'est exactement ce que tu fais. Fait que félicitations. Dan, je vais te laisser la parole, puis ensuite, je vais passer ça à François pour finir. Vas-y, mon cher.
Écoute, Jay, moi, je te remercie de ton temps. Écoute, Roberto, il a 100% raison ce qu'il vient de dire, c'est que vous avez tous un dénominateur commun. C'est le processus, la patience, la persévérance, d'être une bonne personne, un bon étudiant qui vous a amené à ces niveaux-là. Fait que ça, pour nous autres, c'est quelque chose qu'on va continuer à vendre et puis vous nous confirmez, vous autres, nos anciens, comment est-ce que le message y est bon parce que, vous vous en souvenez, vous en parlez encore. Fait qu'on va continuer à aller dans cette direction-là. La recette est bonne. C'est sûr que le succès t'appartient à toi personnellement parce que c'est les efforts que vous allez mettre vous autres même individuellement qui vont faire en sorte que vous allez aller le plus loin possible dans le hockey. Mais Jay, je voulais te remercier. Écoute, je suis fier de t'avoir coaché. Je suis fier de t'avoir accompagné dans ce cheminement-là. Puis, tu as fait de moi un meilleur coach, comme tous mes joueurs que j'ai eu la chance de coacher. Et puis, sincèrement, je te remercie pour ça, les belles années que tu nous as données chez nous à Ulysse. Je te remercie de ton temps encore ce soir, de partager cette expérience-là avec nos jeunes qui cognent à notre porte, qui vont débuter avec nous autres dans le programme l'an prochain, ou même nos anciens qui sont de retour, peu importe. Mais pour nous autres, c'est du bonbon. Puis on tient à vous remercier là, tous nos alumni, spécialement pour toi ce soir. Un gros merci, Jay, encore. Puis toujours un plaisir de te revoir. Oui, merci de m'avoir aussi. C'est vraiment le fun. Ça m'a fait plaisir. Puis écoute, c'est du bonbon. Un gros merci. Passer la parole à François Marcoux pour terminer. Écoute, Jay, tu m'entends, Jay? Oui. OK. Écoute, beaucoup de choses ont été dites. J'ai quasiment le goût de te donner un scoop à soir devant tout le monde. C'est que moi, j'avais parti Ulysse dans ma tête en 2002. On l'a fondé en 2007. On est rendu en 2020. Puis, mon rêve, c'était que Marie-Claude, de pouvoir donner une structure du primaire à l'universitaire. C'est-à-dire d'avoir un chemin où ce que le jeune va retrouver tout ce qu'il peut avoir de besoin pour avoir un cheminement élève, athlète, peu importe le niveau où ce qui est. Donc, ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur un projet en sourdine, puis tranquillement, pas vite, on avance. Puis j'ai le goût de te demander, devant tous ceux qui t'écoutent, on travaille pour développer un programme universitaire avec Ulysse, OK? C'est sûr que ça va être du côté canadien, mais quand même, de pouvoir offrir un programme universitaire avec Ulysse, ça serait mon rêve. Donc, j'aurais fait le tour du primaire universitaire, puis à ce moment-là, on prendra tous les critères qu'un jeune a besoin. On a créé une fondation aussi pour ça, mais la question que je te pose, c'est si on forme un comité consultatif comme sage, conseillance, parce que vous vivez des expériences NCAA, il y a des gars qui sont U-Sport, il y a des gars qui sont Ligue américaine, Ligue Magnus en France. J'aimerais monter un comité de nos alumni comme comité des sages. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à participer? Ça ne demandera pas nécessairement du temps du déplacement, là, mais pour avoir ton avis, parce qu'on a beaucoup confiance en nous. Ah oui, 100%. Tout ce que je peux faire pour aider, là, tu m'écriras. Puis... Parfait. J'apprécie vraiment. Puis on va continuer à suivre. Puis on va peut-être organiser ça, notre petit minivan, descendre à Cornell, t'encourager. Ah oui. Ouais. C'est le fun. C'est ça, Jay. Là-dessus, Jérémy, écoute, une chose que François répète beaucoup, puis je vais le dire à sa place, on est une famille, puis on ne se connaît pas, mais comme toi, comme moi, comme les autres qui sont là, on fait partie de la famille. Donc, je pense que je partage un sentiment avec toi pour dire n'importe quoi tu as besoin, on est là, tout le monde, pour t'aider, pour t'offrir des conseils, whatever que ça prend. On est fiers de toi, puis je te souhaite de la part d'Ulysse toutes les meilleures pour ton développement académique, ton hockey personnel, toute ta famille. On te souhaite le meilleur, puis on te remercie beaucoup, puis on est fiers de ce que tu as accompli jusqu'à date, puis demain, tu amènes de nouveaux défis. Fait que félicitations, puis merci. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, right? Dan? Yes, sir. Plaisir, mesdames et messieurs. On va préparer le recording, on va avoir TVA et RDS. Salut, Jay, merci. Merci, Jay. Salut, bye. Bye. Bye.